J'ai trouvé un petit garçon assis près du vieux arbre dans mon jardin. Quand il a tourné la tête, j'ai senti le monde s'effondrer. C'était mon fils, celui qu'on m'avait dit mort dans cet accident, le même fils que j'avais pleuré pendant 5 ans. Tout le monde me disait que l'affaire était close. Mais quand je l'ai tenu dans mes bras, il a murmuré « Papa ». Ce n'était pas un accident du tout, mais avant de commencer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Et nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Les rayons du soleil de l'après-midi traversèrent le pare-brise du pick-up d'Andrew Rohr alors qu'il s'engageait dans l'allée. Ses doigts lui faisaient mal d'avoir serré des pinces à dénuder toute la journée. Et ses épaules portaient le poids familier de 12 heures passées à ramper dans les plafonds et les greniers. Le nouveau supermarché sur la route 51 recevait enfin l'électricité. Circuit par circuit, disjoncteur par disjoncteur. Un bon travail honnête qui le laissait fatiguer d'une manière qui semblait méritée. Il coupa le moteur et resta assis un moment dans le silence soudain. Le camion émit un tic-tac en refroidissant. À travers le pare-brise, il pouvait voir la maison, petite étendue bleu pâle avec des bordures blanches, le genre de modeste maison au bord du lac transmise dans la famille de Mary. L'érable dans la cour avant étendait ses branches largement, projetant des ombres tachetées sur l'herbe. Andrew prit sa ceinture à outils sur le siège passager. Le cuir était usé et lisse après des années d'utilisation. Ses bottes de travail raclèrent le gravier alors qu'il sortait. L'air sentait la fin d'après-midi, l'herbe coupée quelque part dans la rue, l'odeur minérale légère du lac à quelques pâtés de maison et le parfum âcre de la sève de pin chauffée par le soleil. Il était à mi-chemin de la porte d'entrée quand il remarqua le garçon. Au début, ce n'était qu'une forme sous l'érable, quelque chose de petit et sombre contre le tronc. Andrew ralentit, plissant les yeux. Un enfant du quartier, peut-être quelqu'un à la recherche d'une balle perdue ou d'un endroit pour se cacher pendant un jeu, mais la forme ne bougeait pas. Andrew changea de direction, traversant la pelouse. L'herbe avait besoin d'être tondue. Il s'en occuperait ce week-end. « Hein » appela-t-il doucement. « Ça va ?» Le garçon leva la tête. La ceinture à outils d'Andrew glissa de ses doigts et heurta le sol avec un bruit sourd. Le son semblait très lointain. Le garçon était maigre, trop maigre. Son jean était sale, les genoux tachés d'herbe et déchirés. Son t-shirt pendait lâchement sur des épaules étroites. Des mèches de cheveux noirs gras tombèrent sur son front et son visage était pâle, presque translucide dans la lumière filtrée sous l'arbre. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent le cœur d'Andrew. Ses yeux, bruns avec des reflets verts. Les mêmes yeux qu'Andrew avait vus tous les jours pendant 5 ans. Les mêmes yeux qu'il avait vus se fermer pour la dernière fois dans un lit d'hôpital. Les moniteurs hurlant, les infirmières se précipitant, Mary sanglotant quelque part derrière lui. Les mêmes yeux qu'il avait vus en rêve pendant 5 ans depuis Harry. Le mot sortit brisé, à peine un murmure. Le garçon serra ses genoux plus fort contre sa poitrine. Ses lèvres tremblèrent. Andrew avança lentement, comme s'il approchait quelque chose de sauvage et effrayé. Ses mains tremblaient, sa vision se brouillait au bord. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas être réel. Harry était parti. Harry était parti depuis 5 ans, noyé dans le lac pendant un voyage familial à la cabine de Betty. Ils avaient cherché pendant 3 jours, l'avaient trouvé coincé dans les algues près du quai, lèvres bleues, froid. Andrew avait enterré son fils au cimetière de Clearwater sous une pierre qui disait « Harry Michael Rohr ». Fils bien-aimé, mais le voilà sous l'érable, respirant. « Papa ». La voix de Harry se brisa sur le mot « petite ». Terrifié, Andrew tomba à genoux dans l'herbe. Ses mains planaient dans l'air, effrayé de toucher, effrayé que cela se dissipe comme de la fumée. « C'est toi » souffla Andrew. « C'est vraiment toi ?» Harry se jeta en avant et enroula ses bras autour du cou d'Andrew. L'impact faillit renverser Andrew en arrière. Le garçon était solide, réel. Son t-shirt sentait la poussière, un ancien adoucissant pour tissu et quelque chose de métallique qu'Andrew ne pouvait identifier. Les doigts de Harry s'enfoncèrent dans les épaules d'Andrew avec une force désespérée. Les bras d'Andrew se refermèrent autour de son fils. Et quelque chose en lui se brisa, un barrage qu'il avait construit sur 5 ans de chagrin, de culpabilité et de rage contre l'univers. Il pressa son visage contre les cheveux de Harry et sentit le garçon trembler. « Je suis désolé », murmura Harry contre l'épaule d'Andrew. « Je suis désolé. Papa, je suis désolé. Chut. Tu vas bien? Tu es en sécurité maintenant ?» La voix d'Andrew était rauque. À peine contrôlée, son esprit tournait en rond, essayant de comprendre, essayant de rattraper la réalité. Comment? Où avait-il été? Que s'était-il passé? Harry recula juste assez pour regarder le visage d'Andrew. Ses yeux étaient bordés de rouge,
et grands ouverts. « Papa » dit-il à nouveau, et Andrew entendit des années de peur compressées dans ce seul mot. Ce n'était pas un accident, le monde sembla s'arrêter de tourner. Les sons du quartier, un chien aboyant, une voiture passant, le vent bruissant dans les feuilles de l'érable, tout s'estompa en un bourdonnement aigu dans les oreilles d'Andrew. « Quoi ?» Le visage de Harry se froissa. Le lac, la noyade, ce n'était pas... Sa respiration se bloqua. « Grand-mère m'a gardé. Elle m'a gardé. Papa ?» Tout ce temps, Andrew fixa son fils. Son esprit rejetait les mots, même si son corps les comprenait. Une froidure se répandit dans sa poitrine, descendant dans son estomac, dans ses doigts. Pas du choc, quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la glace se cristallisant dans ses veines. « Gardez où ?» La voix d'Andrew sortit plate. « Contrôler, sa maison, la cave. » Elle a dit, les mots de Harry dégringolaient les uns sur les autres. Elle a dit que tu étais en colère contre moi, que tu ne voulais plus de moi, que c'était mieux comme ça, que je devais rester silencieux. Andrew serra Harry contre lui à nouveau. Plus fort cette fois, par-dessus l'épaule de son fils, il fixa la maison, les murs bleu pâle, les bordures blanches nettes, les jardinières que Mary remplissait de pétunias. Tout avait l'air exactement comme ce matin, comme hier, comme depuis 5 ans, mais rien ne serait plus jamais pareil. « Tu es en sécurité maintenant ?» dit Andrew à nouveau, et cette fois, ce n'était pas un réconfort. C'était une promesse, un serment. « Je te tiens ?» Il se leva, soulevant Harry avec lui. Le garçon ne pesait presque rien. À 10 ans, il aurait dû être plus lourd, plus grand. 5 ans de croissance volée. Andrew porta son fils vers la maison, son esprit déjà au travail. Calme, méthodique. Il devait penser clairement maintenant, comprendre ce qui s'était passé, savoir qui était responsable. Mais au fond de son cœur, dans la partie la plus froide et la plus certaine de lui, il savait déjà, la porte d'entrée s'ouvrit avant qu'Andrew l'atteigne. Mary se tenait dans l'encadrement, son sac encore à l'épaule, les clés en main. Elle venait de rentrer du bureau d'assurance où elle travaillait. Andrew pouvait voir sa voiture garée dans la rue, la portière conducteur encore ouverte. Ses yeux se posèrent sur Harry. Son visage devint blanc, sa bouche s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Les clés glissèrent de ses doigts et cliquetèrent sur le porche. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Andrew l'observa attentivement alors qu'il montait les marches du porche. Harry s'était raidi dans ses bras, son visage pressé contre l'épaule d'Andrew, se cachant. Les mains de Mary remontèrent pour couvrir sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Harry, Harry, est-ce que c'est... Comment ?» Elle tendit la main vers lui et Harry tressaillit. Le mouvement était petit, mais indéniable. Andrew le sentit dans tout le corps de son fils. Un recul total du corps face au contact de sa mère. Les mains de Mary se figèrent en l'air. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Andrew pendant une seconde et il vit quelque chose y scintiller. Pas de la confusion, pas de la joie, quelque chose de plus vif, plus alerte. « Entrez » dit-elle, sa voix tremblante. « Nous devons appeler quelqu'un, la police, un médecin. Oh mon Dieu, Andrew. Comment est-ce possible ?» Elle recula dans la maison et Andrew la suivit. Le salon avait l'air exactement comme ce matin. Canapé couleur crème, table basse avec des sous-verres de Martha's Vineyard, des photos encadrées sur la cheminée, des photos d'eux 3 d'avant. Le sourire édenté de Harry figé dans le temps à 5 ans. Andrew posa Harry doucement sur le canapé. Le garçon se recroquevilla immédiatement dans le coin, remontant ses genoux. Ses yeux suivaient les mouvements de Mary comme un animal piégé observant un prédateur. Mary se tenait au centre de la pièce, les mains jointes. Elle fixait Harry avec une expression qu'Andrew ne pouvait pas tout à fait lire. Sa bouche bougeait silencieusement, comme si elle répétait des mots avant de les prononcer à voix haute. Ou elle déglutit difficilement. « Où as-tu été ?»« Mon chéri, qui t'a pris ? Es-tu blessé ?» Harry ne répondit pas. Il regarda Andrew à la place, cherchant une permission. Andrew hocha la tête. « C'est bon, tu peux dire la vérité. La maison de grand-mère, » murmura Harry. Sa voix était si faible qu'Andrew l'entendit à peine. « J'ai été à la maison de grand-mère, dans la cave. » Le visage de Mary ne changea pas. C'était la première chose qu'Andrew remarqua, l'absence de surprise. Son expression resta figée dans ce même masque de choc et d'inquiétude. Elle ne haleta pas, ne demanda pas de clarification, ne demanda pas quelle grand-mère, bien que Harry en ait 2. Elle savait, c'est impossible, dit Mary lentement. « Harry, tu dois être confus. Tu as traversé quelque chose de terrible, mais ma mère n'aurait jamais... Elle m'a gardé là-bas, » insista Harry. Sa voix gagnant en force, elle a verrouillé la porte. Elle a dit que c'était mieux comme ça.
Elle a dit que vous étiez tous les deux d'accord? Non. Mary secoua la tête fermement. Décidément. Non, ce n'est pas Andrew. Il est confus, il a été traumatisé. Nous devons le faire examiner, l'emmener à l'hôpital. Nous devons appeler la police. Andrew dit calmement. Mary tourna la tête vers lui. Quoi? La police? Andrew garda sa voix égale, vide et d'inflexion. Notre fils a été kidnappé. Nous devons le signaler. Bien sûr? Oui. Bien sûr que nous le faisons. Mary hocha la tête rapidement, se dirigeant déjà vers la cuisine. J'appelle tout de suite. Et nous devrions appeler le Dr. Chun. Non. Attends. Elle est à la retraite? Le Dr. Patterson? Oui. Le Dr. Patterson. Il doit être examiné. Et Mary, elle s'arrêta, la main sur l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle ne se tourna pas. Il a dit que ta mère l'avait gardé. Andrew dit, dans sa cave pendant 5 ans. Il est clairement confus. Andrew. Il a traversé quelque chose de terrible et il essaie de donner un sens à cela. Les enfants créent des narratives pour faire face au trauma. Nous ne pouvons pas simplement... Regarde-le. Mary se tourna. Ses yeux rencontrèrent ceux de Harry pendant un long moment. Harry la fixa en retour avec une expression trop vieille pour son visage. Trop connaissante. « Pourquoi ne me demandes-tu pas comment je vais ?» dit Harry doucement. « Tu n'as pas demandé si j'allais bien. Tu as juste dit qu'on devait appeler des gens. » La bouche de Mary s'ouvrit. « C'est ferme. Bien sûr que je suis juste choqué. Harry, j'essaie de penser clairement. Je veux ce qui est le mieux pour toi. C'est ce que grand-mère a dit aussi. » Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. La mâchoire de Mary se serra presque imperceptiblement. « Je vais passer les appels, » dit-elle, et elle disparut dans la cuisine. Andrew se déplaça pour s'asseoir à côté de Harry sur le canapé. Il pouvait entendre la voix de Mary dans l'autre pièce, basse et urgente, parlant trop vite pour qu'il distingue les mots, pas le ton mesuré de quelqu'un appelant le 911. Quelque chose d'autre. Il posa une main sur l'épaule de Harry. Le garçon se pencha vers lui immédiatement, cherchant la chaleur, la protection. « Papa !» murmura Harry. « Oui, mon pote. Je pensais que tu savais. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. » La poitrine d'Andrew se serra. Il se tourna pour regarder son fils. Le regarder vraiment, les joues creuses, les ombres sous ses yeux, la façon dont ses vêtements pendaient sur un corps qui aurait dû grandir plus grand, plus fort. 5 ans d'enfance volée. « Je n'ai jamais arrêté de te chercher, » dit Andrew, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Jamais? Pas un seul jour? Vraiment? Vraiment ?» Les yeux de Harry se remplirent de larmes. De vraies larmes cette fois, pas de la peur, du soulagement, peut-être, ou du chagrin pour les années perdues à croire un mensonge. Andrew le serra contre lui et le laissa pleurer. Par-dessus l'épaule de Harry, il pouvait voir dans la cuisine par la porte. Mary se tenait dos à eux, téléphone pressé contre l'oreille. Sa main libre bougeait pendant qu'elle parlait, gesticulant, pointant rien, ses épaules étaient tendues, sa colonne rigide. Elle construisait déjà une défense. Andrew le reconnaissait dans la posture de son corps, la façon dont elle faisait les 100 pas en cercle serré. Mary était intelligente, effrayamment. Elle pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole, construire des arguments logiques à partir de rien. Faire croire aux gens sa version des événements, même quand la vérité se tenait juste devant eux. Il l'avait vu faire 100 fois, des petites choses, surtout. Expliquer des charges sur les cartes de crédit, justifier des décisions sur l'école de Harry, réécrire des disputes pour qu'Andrew soit toujours celui qui avait mal compris, qui avait surréagi, qui devait être plus raisonnable, mais cela n'était pas petit. C'était 5 ans de chagrin, 5 ans de culpabilité, 5 ans à se réveiller en pensant qu'il avait échoué à protéger son fils, 5 ans à se tenir devant une tombe qui ne contenait que des mensonges. La main d'Andrew se serra sur l'épaule de Harry, pas trop fort, juste assez pour s'ancrer, pour garder sa respiration stable, pour empêcher la fureur froide de se montrer sur son visage. Mary revint dans le salon 20 minutes plus tard. Son expression s'était lissée, devenue plus calme, plus composée. Elle avait essuyé ses larmes et remis son rouge à lèvres. Ses cheveux étaient coincés derrière ses oreilles. Elle avait l'air professionnel, recueillie. « La police est en route ?» dit-elle. « Et j'ai appelé le docteur Patterson. Il a dit d'amener Harry demain matin à la 1re heure. Ils veulent faire un examen complet, s'assurer qu'il va bien physiquement. »« Bien, » dit Andrew. « Et j'ai appelé ma mère. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. Andrew la regarda lentement. « Tu as appelé Betty ?»« Je devais... » Andrew. Harry dit qu'elle l'a gardé. J'avais besoin de savoir si... J'avais besoin d'entendre son côté... « Oui ?»
La voix de Mary prit ce ton calme, raisonnable qu'elle utilisait quand elle expliquait quelque chose qu'elle pensait qu'Andrew était trop simple pour comprendre seul. Harry a traversé un trauma, il pourrait être confus sur les détails. Nous devons rassembler tous les faits avant de faire des accusations qui pourraient détruire la vie de ma mère. Il a été dans sa cave pendant 5 ans. Mary, si c'est vrai, si... L'expression de Mary se tendit. Je dis juste que nous devons être prudents. Nous devons penser clairement. C'est compliqué. Non, dit Andrew calmement. Ce n'est pas... Mary ouvrit la bouche pour argumenter, mais des phares balayèrent le mur du salon. Une portière claqua dehors. La police était arrivée. L'officier Denison avait la mi-cinquantaine, avec le genre de visage buriné qui venait d'années à travailler sur des affaires de petite ville. Disputes de propriété. Conducteur ivre, les occasionnelles disputes domestiques. Il s'assit dans le fauteuil en face de Harry, bloc-notes en équilibre sur son genou, stylo prêt mais n'écrivant pas. Sa partenaire, une femme plus jeune nommée officier Torres, se tenait près de la porte, observant. « Donc, Harry, dit Denison doucement, peux-tu me dire où tu as été pendant les 5 dernières années ?» Harry jeta un coup d'œil à Andrew. Andrew hocha la tête. « Chez ma grand-mère Betty. » Dans la cave, Denison nota quelque chose. « Et où est la maison de ta grand-mère ?»« Rue Oakwood. » La jaune avec la clôture cassée. Andrew vit Mary bouger dans sa vision périphérique. Elle se tenait près de la porte de la cuisine, bras croisés, observant. « Et tu es resté dans la cave tout le temps ?» demanda Denison. « Oui, monsieur. » Est-ce qu'elle t'enfermait ? Harry hocha la tête. Il y avait un verrou à l'extérieur. Elle descendait avec de la nourriture. Parfois, elle me laissait monter en haut la nuit quand il faisait noir, mais seulement si personne ne visitait. Est-ce qu'elle te faisait mal ? Non, monsieur. Elle me gardait juste là. Elle disait que c'était mieux comme ça. Elle disait que papa ne pouvait plus s'occuper de moi. Le stylo de Denison gratta sur le papier. Est-ce qu'elle a dit pourquoi ton père ne pouvait plus s'occuper de toi ? La voix de Harry devint plus petite. Elle a dit qu'il était en colère contre moi, que je l'avais déçu, qu'il voulait que je parte. Les mains d'Andrew se serrèrent sur ses genoux. Il garda son visage neutre, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Denison regarda Andrew. « Monsieur Rohr, est-ce vrai ? » « Non. Saviez-vous que votre fils était vivant ? » ?»« Non. Nous l'avons enterré il y a 5 ans. Où nous pensions l'avoir fait ?» La voix d'Andrew resta plate, factuelle. « Il y a eu une noyade au lac Clearwater près de la cabine de ma belle-mère. Nous avons récupéré un corps. Nous avons eu un enterrement. Un corps. » Torres parla pour la première fois. Avançant, « Vous avez identifié le corps de votre fils. » L'esprit d'Andrew revint à ce jour. La morgue. La pièce froide. La petite forme sous le drap blanc. Mary tenant son bras, sanglotant. Betty debout dans le coin, silencieuse. Main jointe devant elle, le visage était endommagé par l'eau, dit Andrew lentement. Mais la taille était bonne, la corpulence, les vêtements. Mary l'a identifiée. Elle était plus sûre que moi. Tous les yeux se tournèrent vers Mary. Elle se redressa, son visage calme. J'étais sa mère. Je connaissais mon fils. Je connaissais sa tache de naissance, sa cicatrice de quand il est tombé de vélo. Le corps avait les deux, mais ce n'était pas Harry, dit Torres. Apparemment pas, répondit Mary, et il y avait quelque chose dans sa voix, un léger tranchant d'acier sous le chagrin. J'avais tort, j'étais dévasté, je ne pensais pas clairement. Évidemment, j'ai fait une terrible erreur. Et la tache de naissance et la cicatrice, demanda Andrew calmement. Il n'avait pas prévu de parler, les mots étaient juste sortis. Les yeux de Mary se posèrent sur lui. J'ai mal remembered ou les dommages m'ont fait penser que je les voyais. Je ne sais pas, Andrew. Je ne suis pas une experte en médecine légale. J'étais une mère en deuil, essayant d'identifier son enfant mort. La pièce tomba dans le silence. Denison s'éclaircit la gorge. Nous devrons parler à votre mère. Madame Rohr, pouvez-vous nous donner son adresse ? Bien sûr. La voix de Mary était stable, mais je veux être clair. Je n'avais aucune connaissance de tout cela. Si ma mère a fait ce que Harry dit, je suis aussi horrifié que quiconque. Elle a dû avoir une sorte de crise mentale. Je m'inquiète pour elle depuis des années. Andrew écouta sa femme mentir avec une parfaite composure, la regarda construire une histoire, une défense, un mur entre elle et la vérité, et il ne dit rien parce que se précipiter maintenant, l'accuser sans preuve ne ferait que le faire paraître irrationnel, lui donnerait des munitions pour le peindre comme instable, émotionnel, peu fiable. Andrew avait appris la patience des années de travail électrique. On ne déchirait pas les murs pour commencer le recablage. On étudiait d'abord le système, traçait chaque ligne, comprenait comment tout se connectait avant de faire une seule coupe. Il ferait de même ici,
Nous resterons en contact, dit Denison en se levant. Il tendit une carte à Andrew. Si Harry se souvient d'autre chose, appelez-moi directement. Après le départ de la police, Mary s'excusa pour aller dans sa chambre, prétextant l'épuisement. Andrew entendit la porte se fermer, puis le verrou cliquer. Il s'assit avec Harry sur le canapé, attendant, écoutant. Vers 22 heures, Harry s'endormit enfin, recroquevillé contre le côté d'Andrew. Andrew le souleva soigneusement, le porta dans ce qui avait été sa chambre. La pièce était différente maintenant. Mary l'avait convertie en bureau à domicile après l'enterrement. Bureau, armoires à dossiers, boîtes de paperasse. Andrew dégagea de l'espace sur le sol, apporta des couvertures du placard du couloir, fit un nid de coussins. Il posa Harry doucement, le couvrit d'une vieille courte pointe. « Papa !» Les yeux de Harry s'entr'ouvrirent. « Juste ici ? Mon pote ? Ne pars pas ! Je ne pars pas !» Andrew s'étendit à côté de lui sur le sol. Son dos le haïrait de main, mais il s'en fichait. La respiration de Harry s'approfondit éventuellement, devint régulière. Le sommeil, Andrew fixa le plafond et planifia son prochain mouvement. Demain matin, avant que Mary se réveille, il conduirait chez Betty, il verrait la cave lui-même, confirmerait ce que Harry avait décrit, prendrait des photos si possible. Il avait besoin de preuves, de vraies preuves physiques, irréfutables, parce que Mary tournait déjà sa version des événements, se positionnant comme victime de la folie de sa mère, comme quelqu'un qui avait fait une honnête erreur au milieu du chagrin. Et Betty aurait sa propre histoire prête. Elle avait eu 5 ans pour préparer, mais Andrew était patient, Andrew était minutieux, et Andrew n'avait plus rien à perdre. L'aube vint froide et grise, Andrew se leva du sol, chaque muscle protestant. Harry dormait encore, un bras jeté sur le visage. Andrew se déplaça silencieusement dans la maison. La porte de la chambre de Mary était encore fermée, aucun son à l'intérieur. Il prit ses clés sur le crochet près de la porte et sortit dans le matin. Le trajet jusqu'à la maison de Betty prit 15 minutes. La rue Oakwood se trouvait du côté nord de Clearwater, où les maisons étaient plus anciennes, plus petites, plus proches les unes des autres. L'endroit de Betty était une jaune fanée à un étage avec des bordures écaillées et une clôture en grillage qui s'affaissait sur des poteaux cassés. Andrew y était venu 100 fois au fil des ans, dîners familiaux, visites de fête, aidant Betty à réparer son chauffe-eau, ses prises électriques, sa porte de garage. Il avait été dans cette maison pendant que son fils était enfermé dans la cave. La pensée fit serrer ses mains sur le volant. Il se gara au bord du trottoir et resta assis un moment à étudier la maison. Les fenêtres étaient sombres, la voiture de Betty, une berline verte avec de la rouille autour des roues. De la redoute de Virocar Darol était garée dans l'allée. Andrew sortit et marcha jusqu'à la porte d'entrée. Attendit. Après une longue minute, il entendit du mouvement à l'intérieur, des pieds traînants, le grattement d'une chaîne de verrou. La porte s'ouvrit de 15 cm. Betty jeta un œil par l'ouverture. Ses cheveux gris pendaient lâchement autour de son visage. Non lavé, ses yeux étaient bordés de rouge et gonflés. Elle portait un peignoir sur un pyjama en flanelle. « Andrew !» Sa voix sortit rauque. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai besoin de voir ta cave. » Le visage de Betty devint soigneusement vide. « Ma cave ! Pourquoi donc ? » Ouvre la porte. « Betty, il est 6 heures du matin. Je ne suis même pas habillé. C'est hautement inapproprié. Ouvre-la. » La voix d'Andrew ne monta pas, ne s'aiguisa pas. Il se tenait là, solide et immobile comme de la pierre, et la regardait. La main de Betty trembla sur la poignée. Elle lécha ses lèvres. « Andrew, je ne sais pas ce que Harry t'a dit, mais il est confus. Il a traversé quelque chose de terrible. Et il s'accroche à une narrative qui a du sens pour lui. Les enfants font ça. Il est ta cave. Maintenant, Betty le fixa pendant un long moment encore. Puis, lentement, elle ouvrit la porte plus largement. Andrew entra. La maison sentait le vieux tapis et les cigarettes et quelque chose d'autre. Quelque chose de chimique et âcre qu'il ne pouvait identifier. Le salon était encombré de journaux, de tasses à café, de cendriers débordants. Betty ferma la porte et serra son peignoir plus fort autour d'elle. « C'est ridicule. Tu vas voir qu'il n'y a rien en bas et tu vas te sentir stupide d'avoir fait irruption comme ça. Où était la porte ? Cuisine. » Andrew traversa le salon jusqu'à la petite cuisine, des assiettes empilées dans l'évier, la poubelle débordant, et là, dans le coin près du garde-manger, une porte en bois avec une poignée en laiton. « C'est juste du rangement ?» dit Betty derrière lui. « Vieux meubles ? Décoration de Noël ? C'est tout ?» Andrew ouvrit la porte. L'odeur le frappa en premier. Vieille peinture, détergent à lessive, béton humide.
exactement ce que Harry avait décrit. Des escaliers en bois descendaient dans l'obscurité. Andrew trouva un interrupteur, l'actionna. Une ampoule nue illumina la cave. Ce n'était pas fini. Murs en béton, sol exposé, solives au plafond, une petite fenêtre haute couverte de carton de l'intérieur, et là contre le mur du fond, un matelas mince, taché, avec un seul oreiller et une couverture froissée. Une caisse en plastique renversée servant de table, des vêtements de petits garçons pliés dessus, un radiateur électrique branché sur une rallonge qui serpentait en haut des escaliers, un seau dans le coin avec un sac plastique déchiré comme doublure, et sur le cadre de la porte à hauteur d'yeux, un verrou coulissant, le genre qu'on met à l'extérieur des portes. Andrew descendit les escaliers lentement, chaque pas semblait surréaliste. Comme marcher dans un cauchemar solidifié en réalité, il se tint au centre de la cave et tourna en cercle lentement. Absorbant tout, le sol en béton était froid à travers ses bottes de travail, des taches d'eau s'étendaient sur les murs de vieilles fuites de fondation. Dans un coin, quelqu'un avait scotché des dessins, des images grossières au crayon de maison, d'arbres et de bonhommes allumettes. Andrew marcha vers les dessins, en détacha un soigneusement. Il montrait 3 bonhommes allumettes. Un grand avec des cheveux noirs, étiqueté « Papa », un plus petit étiqueté « Moi », et un avec des cheveux jaunes, étiqueté « Maman », debout, loin de l'autre côté du papier. La vision d'Andrew se brouilla. Il cligna fort, se força à se concentrer. Derrière lui, il entendit Betty dans les escaliers. « Il n'était pas un prisonnier », dit-elle, et sa voix avait changé, moins défensive. Plus résignée, il était en sécurité, il avait de la nourriture, de la chaleur, des livres, des jouets. Il était enfermé dans une cave. La voix d'Andrew sortit plate. « Morte !» Parce qu'il était confus, parce que sa mère et moi essayions de le protéger d'eux. Andrew se tourna pour lui faire face. « De quoi ?» La bouche de Betty bougea silencieusement. Ses mains se tordirent ensemble. « De toi, de moi ?»« Oui ? Tu étais à peine fonctionnel ?» Andrew. « Après l'accident, après que nous ayons pensé qu'il était mort, tu étais un désastre, en train de boire, en colère tout le temps. Mary avait peur que tu te blesses, que tu blesses quelqu'un d'autre. Nous ne pouvions pas risquer. Arrête !» Andrew remonta les escaliers lentement. Betty recula pas à pas jusqu'à être dans la cuisine à nouveau. « Je n'ai jamais touché une goutte après l'enterrement de Harry. Jamais levé la main sur quiconque. Tu mens ? Je ne mens pas. Tu as pris mon fils ? Tu l'as enfermé dans une cave pendant 5 ans ? Tu m'as laissé croire qu'il était mort ? Tu m'as laissé faire mon deuil ? Tu es venu à son enterrement. Et tu es resté là à me regarder m'effondrer. Et maintenant, tu vas me dire que c'était pour son bien. » Les yeux de Betty se remplirent de larmes. « Nous n'avions pas le choix. Il y a toujours un choix. Tu ne comprends pas ? Mary et moi, nous avions besoin. » Elle s'interrompit, son visage pâlit. « Besoin de quoi ?» Andrew fit un pas plus près. « De quoi aviez-vous besoin ?» Betty. « Rien. Je ne dis plus rien sans avocat. » Andrew étudia son visage, la façon dont ses yeux se dirigeaient vers le salon, la façon dont sa main tremblait. Elle n'était pas juste effrayée. Elle était coupable. Profondément, irrémédiablement coupable. Il sortit son téléphone et prit des photos. La cave, les matelas, le verrou, les dessins, tout. « Tu appelles la police ?» dit Betty. Ce n'était pas une question. Ils seront ici assez vite. Andrew rangea son téléphone. « Je te donne une chance de dire la vérité d'abord. Est-ce que Mary savait ? Je veux mon avocat. Est-ce que Mary savait que Harry était vivant ?» La mâchoire de Betty se serra. Elle ne dit rien. Andrew passa devant elle vers la porte d'entrée. Sa main était sur la poignée quand Betty parla à nouveau. « C'était ma fille, » dit Betty calmement. « Qu'est-ce que j'étais censé faire ?» Andrew la regarda. Betty se tenait au milieu de sa cuisine sale, peignoir serré, larmes coulant sur son visage. « Tu étais censé dire la vérité ?» dit Andrew. « C'est ce que font les gens décents. » Il partit, monta dans son camion, resta assis un moment avec les mains sur le volant, respirant lentement, comptant jusqu'à 10, puis 20, puis 30. Son téléphone vibra. « Un texto de Mary, où es-tu ? Harry est réveillé et te demande. » Andrew fixa le message pendant un long moment, puis il démarra le camion et rentra chez lui. Quand Andrew rentra dans la maison, Harry était assis à la table de la cuisine avec un bol de céréales devant lui. Il ne mangeait pas, fixant juste le lait, ramollissant autour des flocons. Mary se tenait au comptoir, habillée pour le travail en pantalon pressé et chemisier. Elle faisait du café, ses mouvements précis et contrôlés. « Où es-tu allé ?» demanda-t-elle sans se tourner. « Chez ta mère. » Le pot à café claqua contre le comptoir. Les mains de Mary le stabilisèrent. « Quoi ? J'ai vu la cave. »
La tête de Harry se leva, ses yeux trouvèrent le visage d'Andrew. Cherchant, Andrew hocha la tête lentement. Confirmation. Croyance. Les épaules de Harry s'affaissèrent et Andrew vit un soulagement laver les traits du garçon. Quelqu'un le croyait enfin, quelqu'un avait vu la preuve. Mary se tourna. Son visage était composé, mais Andrew pouvait voir la tension dans sa mâchoire. Tu n'avais pas le droit d'y aller sans... Harry l'a décrite parfaitement. Interrompit Andrew, sa voix resta calme. Factuel, le matelas, le radiateur, le verrou à l'extérieur de la porte, l'odeur, tout. Ma mère est clairement malade. Andrew, elle a dû quoi? Construire une prison pour notre fils, tout en acquérant d'une façon ou d'une autre un corps pour simuler sa mort, tout en te convainquant de mal identifier ce corps à la morgue. Andrew posa son téléphone sur le comptoir. J'ai pris des photos. Tout ce que Harry a dit est vrai. Mary fixa le téléphone comme s'il pouvait la mordre. Tu fais de cela quelque chose que ce n'est pas. Ma mère est mentalement instable. Elle a peut-être fait quelque chose de terrible. Mais cela ne veut pas dire... Ne veut pas dire quoi? Mary. Ne veut pas dire que je savais. Les mots planèrent entre eux. La cuillère de Harry tinta contre son bol. Andrew étudia sa femme, son expression soigneusement neutre, la façon dont elle s'était positionnée entre Andrew et la sortie de la cuisine comme si même maintenant elle pensait au contrôle. À la gestion de la situation. D'accord, dit Andrew calmement. Mary cligna des yeux. D'accord, si tu ne savais pas, tu n'as rien à craindre. Andrew reprit son téléphone. La police enquêtera. Ils interrogeront ta mère. Ils regarderont les preuves. Et si tu dis la vérité, tu seras bien. Il vit son visage se tendre légèrement. Juste une seconde, je dois me préparer pour le travail, dit Mary. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Andrew, tu devrais emmener Harry à l'hôpital aujourd'hui. Le faire examiner correctement. La police l'a recommandé, je le ferai. Et peut-être, elle hésita. Peut-être ne parle pas à la police sans ma présence? C'est compliqué. Nous devons présenter un front uni en tant que famille. Un front uni? Oui. La voix de Mary prit ce ton familier. Patiente, raisonnable, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à quelqu'un de lent. Harry a traversé un trauma. La dernière chose dont il a besoin, c'est que ses parents se disputent, fassent des accusations, transforment cela en une sorte de bataille. Nous devons nous concentrer sur sa guérison, sur l'avancée. Andrew ne dit rien. Mary attendit, comme si elle s'attendait à ce qu'il accepte, hoche la tête, retombe dans le schéma qu'ils avaient établi sur 14 ans de mariage où elle faisait les plans et il les suivait. Quand Andrew resta silencieux, elle soupira. J'essaye de protéger cette famille. Andrew, le fais-tu? Oui, je l'ai toujours fait. Elle regarda Harry. Mon chéri, je sais que tu es confus sur ce qui s'est passé, mais je te promets, je n'avais aucune idée où tu étais. Je pensais que tu étais parti. J'ai fait mon deuil pour toi tous les jours. Harry rencontra ses yeux, mais ne répondit pas. La mâchoire de Mary se serra à nouveau. Nous parlerons plus ce soir. Je dois y aller. Je suis déjà en retard. Elle prit son sac et ses clés et sortit. La porte d'entrée se ferma. Sa voiture démarra, s'éloigna. Andrew attendit que le son du moteur s'estompe avant de s'asseoir à la table à côté de Harry. Est-ce qu'elle disait la vérité? Demanda Harry calmement. Andrew pensa à comment répondre. Harry avait 10 ans. Il avait traversé 5 ans d'emprisonnement et de manipulation. Il n'avait pas besoin de plus de mensonges, même réconfortants. Je ne sais pas encore, dit Andrew honnêtement, mais je vais le découvrir. Comment? En étant minutieux, en rassemblant des faits, en ne me précipitant pas. Andrew tendit la main et poussa doucement le bol de céréales plus près de Harry. Mange quelque chose, puis nous allons chez le médecin pour s'assurer que tu es en bonne santé. Et puis nous commençons à obtenir des réponses. Le cabinet du docteur Patterson était dans un petit bâtiment médical près de l'hôpital. La salle d'attente sentait l'antiseptique. Et les vieux magazines. Harry s'assit pressé contre le côté d'Andrew, observant chaque personne qui passait avec des yeux méfiants. Quand ils furent enfin appelés, le docteur Patterson, un homme dans la soixantaine avec des yeux gentils et des cheveux grisonnants, examina Harry chédillement. Taille, poisse, tension artérielle, réflexe. Il posa des questions douces sur l'alimentation, le sommeil, les blessures. Harry répondit par des monosyllabes. Ensuite, le docteur Patterson fit signe à Andrew de sortir dans le couloir pendant qu'une infirmière restait avec Harry. Physiquement, il va bien, dit Patterson calmement. Sous-poids, signe de carence en vitamine D, cohérent avec un temps prolongé à l'intérieur sans soleil, une atrophie musculaire dans les jambes, rien qui ne puisse être corrigé avec une nutrition et un exercice approprié. Et psychologiquement,
L'expression de Patterson devint plus sérieuse. Cela va prendre du temps et une aide professionnelle. Il a traversé un trauma sévère. Isolation. Manipulation. Séparation de ses parents. Je recommande un psychologue pour enfants immédiatement. Le docteur Rodriguez se spécialise dans les cas de trauma. Je vais envoyer une référence. Andrew hocha la tête. Merci, Andrew. Patterson hésita. La police m'a contacté ce matin, m'a demandé de documenter tout signe d'abus ou de négligence. Je suis obligé de rapporter mes findings. Je comprends. Il n'y a pas de signe d'abus physique, pas de bleu, pas de fracture guérie, pas d'indicateur de trauma sexuel, mais les dommages psychologiques. Patterson secoua la tête. Ce garçon a été isolé et menti systématiquement pendant 5 ans. Quiconque a fait cela, il s'interrompit. Je suis désolé, ce n'est pas à moi de dire. Dites-le. Quiconque a fait cela savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas impulsif. C'était calculé. Andrew le remercia à nouveau et récupéra Harry de la salle d'examen. Alors qu'il marchait vers le camion, Harry parla. « Papa, pouvons-nous aller au lac ?»« Au lac ? Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Je veux juste le voir. » Andrew étudia le visage de son fils. Le besoin là, le désir de quelque chose de normal. De beau. « Oui, » dit Andrew, « nous pouvons faire ça. » Ils conduisirent jusqu'au lac Clearwater et se garèrent sur le parking de la plage publique. C'était un mercredi après-midi. La plupart des gens étaient au travail ou à l'école. La plage était presque vide. Juste une femme avec un chien et un homme âgé pêchant du quai. Harry se tenait au bord de l'eau, mains dans les poches, fixant l'étendue gris-bleu. De petites vagues léchaient le sable. Le vent portait l'odeur des algues et du poisson. Grand-mère disait que tu ne pouvais plus regarder le lac, dit Harry calmement. Après ma mort, elle disait que tu l'évitais, que tu ne pouvais pas supporter la vue de l'eau. C'est vrai, admettait Andrew, pendant un temps, mais t'es revenu. Éventuellement, ça faisait moins mal avec le temps. Andrew baissa les yeux sur son fils. Harry, je dois te demander quelque chose, et je dois que tu me dises la vérité, même si tu penses que ça pourrait blesser mes sentiments. Peux-tu faire ça ? Harry hocha la tête. Est-ce que ta maman t'a déjà visité chez Betty ? La mâchoire de Harry travailla. Il ramassa une pierre lisse et la tourna dans ses doigts, pas dans la cave. Mais j'entendais sa voix parfois. En haut, elle et grand-mère parlaient de quoi ? De l'argent surtout. Des factures, combien les choses coûtaient. Grand-mère disait qu'elle était à court et maman disait qu'elle trouverait une solution. Harry lança la pierre dans l'eau. Elle rebondit une fois avant de couler. Et une fois, je les ai entendus se disputer. Maman disait que grand-mère était censée... Il s'arrêta. Censé quoi ? Le gérer correctement ? La voix de Harry devint calme. Je ne savais pas ce que c'était, mais après ça, grand-mère a commencé à verrouiller la porte plus, a commencé à être plus prudente avec le bruit. Les mains d'Andrew se serrèrent dans ses poches. Il se concentra sur une respiration égale, sur le maintien d'une expression neutre pour que Harry ne voie pas la fureur s'accumulant derrière ses yeux. Autre chose, maman est venue dans la cave une fois. Il y a environ 1 an, j'ai fait semblant de dormir. Mais je l'ai entendue avec grand-mère en haut des escaliers. Maman a dit, la voix de Harry se brisa, elle a dit que j'avais l'air d'aller bien, que grand-mère faisait du bon travail. Et puis elle est partie. Andrew ferma les yeux, les rouvrit, le lac s'étendait devant lui, paisible et indifférent. Merci de me l'avoir dit, dit-il calmement. Es-tu en colère ? Pas contre toi, jamais contre toi. Ils restèrent au lac 1 demi-heure de plus. Harry lança des pierres et posa des questions sur les poissons. Les bateaux, la cabine de l'autre côté de la baie, des questions normales, des questions d'enfants. Andrew répondit à toutes, patient et stable, tandis qu'à l'intérieur, son esprit travaillait comme un schéma électrique, traçant les connexions, comprenant les circuits, planifiant où faire des coupes. Ce soir-là, Andrew s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Harry dormait sur le canapé, épuisé par la journée. Mary n'était toujours pas rentrée. Andrew navigua sur le site de la compagnie d'assurance et se connecta au compte qu'il partageait avec Mary. Cela lui prit 20 minutes pour se souvenir du mot de passe. Elle l'avait changé plusieurs fois au fil des ans, mais il finit par entrer. Il commença par la police d'assurance vie qu'ils avaient prise pour Harry à sa naissance. Petite police. Assez pour couvrir les frais funéraires et peut-être fournir un petit coussin. La réclamation avait été déposée 3 semaines après la mort de Harry. Approuvée 6 semaines plus tard. Payé en totalité, Andrew fit défiler les documents, vit la signature de Mary, celle de Betty comme témoin, rapport de police joint, certificat de décès joint, tout propre, officiel, traité. Il ouvrit les relevés bancaires ensuite,
L'argent de l'assurance avait été déposé sur leur compte joint, puis au cours des mois suivants, il avait été progressivement transféré en plus petites sommes, 4 600 € ici, 2 800 € là, 2 300 € ailleurs. Andrew suivit la piste. La plupart allaient sur un compte au nom de Betty. Une partie payait des cartes de crédit accumulées par Mary. Une partie allait à des améliorations de la maison qu'Andrew ne se rappelait pas avoir vues. Au bout d'un an, l'argent de l'assurance avait disparu. Andrew s'adossa à sa chaise et fixa l'écran. Ce n'était pas à propos du chagrin. Pas pour protéger Harry d'un père instable, pas pour la santé mentale de Betty. C'était à propos de l'argent. Elles avaient simulé la mort de Harry pour le paiement de l'assurance. La porte s'ouvrit. Mary entra, ses talons claquant contre le bois dur. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux. Ses cheveux légèrement ébouriffés. Elle se figea quand elle vit Andrew à l'ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix sortit tranchante. « Regardez nos finances. »« Quoi ?» Vérifier la réclamation d'assurance pour la mort de Harry. Le visage de Mary devint soigneusement vide. « Andrew, il est tard. Tu as eu une longue journée. Pourquoi ne fermes-tu pas ça ?»« Andrew dit calmement. Payé 6 semaines après que nous ayons enterré quelqu'un qui s'est avéré ne pas être notre fils, c'est à ça que sert l'assurance. Pour couvrir les frais funéraires, pour aider la famille financièrement pendant un temps terrible. La plupart est allée à ta mère. Les mains de Mary se serrèrent sur la sangle de son sac. Elle avait besoin d'aide, elle luttait. J'essayais de la soutenir pendant notre chagrin partagé. Luttait-elle avant la mort de Harry ou seulement après? Qu'insinues-tu? Andrew se leva lentement. Il ferma l'ordinateur. Je n'insinue rien. Je regarde juste les faits. Harry disparaît. Nous recevons l'argent de l'assurance. Cet argent va à la personne qui a gardé Harry dans sa cave. C'est circonstanciel. Tu connectes des choses qui n'ont pas de connexion. Tu cherches une conspiration où il n'y en a pas. Alors explique-le-moi. Aide-moi à comprendre. Mary posa son sac sur le comptoir. Quand elle se tourna pour lui faire face, son expression avait changé, moins défensive, plus calculée. « Andrew, tu fais à nouveau ton deuil. Pour la seconde fois, tu as récupéré Harry, ce qui est un miracle. Mais maintenant, tu découvres qu'il a été gardé par ma mère et tu essayes de donner un sens à quelque chose de insensé. Je comprends ça, mais tu vas sur un chemin qui va déchirer cette famille. Cette famille a été déchirée il y a 5 ans et nous pouvons guérir maintenant. Nous pouvons avancer, mais seulement si nous sommes unis, seulement si nous ne nous tournons pas les uns contre les autres sur des soupçons et de la paranoïa. » Mary fit un pas plus près, sa voix s'adoucit, devint presque suppliante. « Je sais que tu es en colère, je sais que tu veux quelqu'un à blâmer, mais je suis ta femme. Je suis la mère de Harry. Je l'aime autant que toi. » Vraiment, la question plana entre eux comme une lame. Les yeux de Mary durcirent. « Comment oses-tu? Tu ne lui as pas demandé comment il allait? » « Pas vraiment. Tu as demandé sur son histoire, sur sa version des événements, sur ce dont il se souvenait, mais tu n'as pas demandé s'il avait peur, s'il avait besoin de quelque chose, s'il allait bien. Parce que j'essaye de penser logiquement. Non, Tia. » La voix d'Andrew resta calme mais ferme. « Tu essayes de gérer la situation? Contrôler la narrative. T'assurer que rien ne pointe vers toi? J'essaie de protéger cette famille d'une chasse aux sorcières. De justice. » Le visage de Mary rougit. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles? Tu n'as aucune idée de ce que ça a été de passer 5 ans à faire le deuil de mon fils pendant que tu savais qu'il était vivant. Tu as raison, je n'ai aucune idée de ce que c'est parce que je ne savais pas. Mais toi si, je ne savais pas. Harry a entendu ta voix chez Betty. Tu as visité? Tu l'as vu? Tu savais? » La bouche de Mary s'ouvrit, s'efferma. Il se trompe? Vraiment? Oui? Andrew étudia son visage, la façon dont son œil gauche tressaillit légèrement, la façon dont elle coinça ses cheveux derrière son oreille 2 fois rapidement, un signe qu'il avait appris sur 14 ans signifiant qu'elle mentait. « D'accord ?» dit Andrew calmement. Mary cligna des yeux. « D'accord. Si tu dis la vérité, tu n'as rien à craindre? La police va trier ?» Il passa devant elle vers le canapé où Harry dormait, souleva doucement son fils, le porta vers la chambre du fond. « Andrew !» appela Mary après lui. « Nous devons parler de ça. Nous devons décider comment gérer. Il n'y a rien à décider. La vérité, c'est la vérité. Soit tu savais, soit non. Les preuves montreront lequel. » Il ferma la porte de la chambre derrière lui et posa Harry sur le lit improvisé. Le garçon remua mais ne se réveilla pas. Andrew s'assit sur le sol, dos au mur, et sortit son téléphone. Envoya un texto à l'officier Denison. « Besoin de vous parler demain ?» Et de nouvelles informations. La réponse vint en quelques minutes. « Venez à la station à 9 h. Andrew rangea le téléphone et regarda son fils.
La montée et descente de sa poitrine étroite, la façon dont sa main se courbait sous sa joue. 5 ans volés, 5 ans à croire que son père ne voulait plus de lui. 5 ans dans une cave parce que sa mère et sa grand-mère avaient choisi l'argent sur sa liberté. La mâchoire d'Andrew se serra. Il la desserra, respira lentement. Il ne précipiterait pas ça, ne laisserait pas l'émotion le pousser à des erreurs. Il serait méthodique, minutieux, patient. Il rassemblerait chaque pièce de preuve, ferait un cas inattaquable, s'assurerait que quand la vérité sortirait, il n'y aurait pas de place pour le doute, pas d'espace pour que Mary se sorte par la parole. Et quand ce serait fait, quand la justice aurait été rendue, il se concentrerait entièrement sur Harry, sur la reconstruction de la confiance, sur montrer à son fils ce qu'était l'amour réel, pas la version manipulatrice et conditionnelle que Mary avait offerte, mais quelque chose de stable et vrai. Mais d'abord, il devait finir ce qu'il avait commencé. Le lendemain matin, Andrew s'assit en face de l'officier Denison dans une petite salle d'interrogatoire à la station de police. Les murs étaient beiges, un miroir couvrait un mur, probablement une glace sans teint. Un appareil d'enregistrement était sur la table entre eux, lumière rouge clignotant. « Vous avez dit que vous aviez de nouvelles informations ?» incita Denison. Andrew sortit son téléphone et fit défiler jusqu'aux photos qu'il avait prises chez Betty. Les montra à Denison une par une, la cave, les matelas, le verrou, les dessins, puis il afficha les relevés bancaires qu'il avait sauvegardés comme capture d'écran, montra le paiement de l'assurance, les transferts à Betty. Enfin, il raconta ce que Harry lui avait dit sur avoir entendu la voix de Mary, sur Mary visitant la cave, sur les conversations concernant l'argent. Denison prit des notes, son expression resta neutre, professionnelle. Quand Andrew finit, il s'adossa et étudia les preuves. « C'est convaincant », dit Denison prudemment, « mais beaucoup est circonstanciel. L'argent de l'assurance pourrait avoir été un soutien légitime pour un membre de famille en deuil. La voix que Harry a entendue pourrait avoir été des visites innocentes, sans preuve directe de conspiration. Harry a dit que Mary est descendue dans la cave et l'a vue. » Andrew interrompit. « C'est direct. C'est le témoignage d'un enfant traumatisé. Les avocats de la défense le déchireront. Ils diront qu'il est confus, que le trauma peut causer de faux souvenirs ou des mauvaises interprétations. Donc, vous dites qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Je dis que nous avons besoin de plus. Nous construisons un dossier. Nous avons interrogé Betty. Elle a un avocat. Ne dit pas grand-chose. Mais sa cave parle d'elle-même. C'est un enlèvement au minimum. Mais connecter votre femme à ça, c'est plus dur. » Andrew sentit la frustration monter, mais la repoussa. « C'est un « De quoi avez-vous besoin ?» Preuve de communication entre elles pendant les 5 ans où Harry a disparu. Messages text, emails, relevés téléphoniques montrant des appels fréquents, relevés financiers montrant des paiements continus, pas juste le transfert en bloc, témoins qui peuvent placer Mary chez Betty régulièrement, tout ce qui montre que c'était coordonné plutôt que juste Betty agissant seule pendant que Mary restait ignorante, relevés téléphoniques, répéta Andrew. « Pouvez-vous les assigner ? Nous pouvons, mais ça prend du temps. Et si Mary soupçonne que nous regardons, elle pourrait commencer à supprimer des choses si elle ne l'a pas déjà fait. » Andrew pensa à Mary au téléphone la nuit où Harry était rentré, pensait à comment elle avait disparu dans la cuisine. Parlant en ton bas et urgent, pensait à son pas, ses choix de mots prudents, son passage immédiat au contrôle des dommages. « Elle couvre déjà ses traces, » dit Andrew. « Elle le fait depuis que Harry est rentré. » Denison hocha la tête. « Probablement, mais les gens deviennent négligents, surtout ceux qui pensent être plus intelligents que tout le monde. Gardez les yeux ouverts. Si elle fait une erreur, documentez-la. Enregistrez les conversations si c'est légal dans votre État. Ce qu'il est, le Wisconsin est un État à consentement d'une partie. Faites-la parler. Parfois, les gens révèlent plus qu'ils ne le veulent quand ils essaient de s'expliquer. Andrew se leva. « Merci, Monsieur Rohr. Une chose de plus. » La voix de Denison l'arrêta à la porte. « Ce dossier, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'émotions impliquées. J'ai besoin que vous me promettiez que vous ne ferez rien qui pourrait compromettre l'enquête. Pas de confrontation, pas de menace, pas de prendre la justice en main. Je ne le ferai pas. Je le pense sérieusement. Si vous faites quelque chose de précipité, ça pourrait leur donner des motifs pour vous peindre comme instable. Pourrait nuire à votre dossier de garde pour Harry. Pourrait même mener à des accusations contre vous. Je comprends. Je ne vais pas faire quoi que ce soit de précipité. » Et il le pensait. Andrew ne voulait pas précipiter. Il voulait minutieux, complète, inattaquable. Il voulait que la vérité les enterre si profondément qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir. Andrew passa la semaine suivante à traverser sa vie comme un homme sous l'eau.
Il emmena Harry à des rendez-vous de thérapie avec le docteur Rodriguez, alla au travail installer du câblage et poser des câbles, rentra et prépara le dîner. Tout en observant Mary, elle était prudente. Quand elle rentrait, elle était agréable, solennelle même. Elle demandait à Harry comment s'était passée sa journée, ramenait ses aliments préférés, suggérait des activités familiales, soirées cinéma, sorties au parc, dîner au dîner du centre-ville. Harry acceptait ses gestes avec une distance polie. Il disait merci, mais ne lui rendait pas ses étreintes, répondait à ses questions, mais ne donnait pas d'informations volontairement. Mary le remarquait. Andrew voyait la frustration traverser son visage quand Harry se retirait de son étreinte. Voyait le calcul dans ses yeux quand elle observait père et fils ensemble. Elle perdait le contrôle de la narrative, perdait la confiance de Harry. Et elle le savait. Au 8e jour après le retour de Harry, Andrew rentra du travail pour trouver Mary dans la cuisine avec Betty. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Sa ceinture à outils pendait de sa main. Betty était assise à la table de la cuisine, paraissant plus petite qu'Andrew ne s'en souvenait. Son visage était tiré, ses vêtements froissés, une tasse de café intacte devant elle. Mary se tenait au comptoir. « Dos rigida, Andrew », dit Mary prudemment. « Ma mère voulait nous parler ensemble de ce qui s'est passé. » Andrew posa sa ceinture à outils lentement. « Où est Harry ? Dans sa chambre ? Je pensais que ce serait mieux si... Harry devrait être ici. C'est à propos de lui. Andrew, s'il te plaît, écoutons-la juste. » Elle essaie de se racheter. Andrew regarda Betty. Elle rencontra ses yeux une seconde avant de détourner le regard. « D'accord, » dit Andrew. Il tira une chaise et s'assit en face de Betty. « Parle. » Les mains de Betty se tordirent ensemble sur la table. « Je veux commencer par dire que je suis désolé. Ce que j'ai fait, garder Harry, c'était mal. Je le sais maintenant. Je le savais alors, mais je me suis convaincu que c'était nécessaire. »« Nécessaire ?» répéta Andrew platement. « Oui, je pensais. » Elle déglutit difficilement. « Après l'accident, après que nous ayons pensé que Harry était mort, tu étais détruit, Andrew. Tu n'étais pas toi-même. J'avais peur que si nous ramenions Harry, si nous disions à tout le monde qu'il était vivant, tu ne puisses pas le gérer. Le stress, les questions, l'enquête. Je pensais que ça te briserait complètement. Donc, tu l'as gardé enfermé dans ta cave. Ce n'était pas comme ça. Il n'était pas enfermé comme un prisonnier. Il avait du confort, de la nourriture, des divertissements. Il y avait un verrou coulissant à l'extérieur de la porte, dit Andrew calmement. Je l'ai vu. Le visage de Betty se froissa. Pour sa sécurité, pour l'empêcher de sortir et de se perdre ou de se blesser. Pendant 5 ans, je ne savais pas quoi faire d'autre. Et quand j'ai réalisé à quel point c'était mal, il était trop tard. Comment pouvais-je expliquer ? Comment pouvais-je dire à quiconque sans affronter les conséquences ? Donc, j'ai continué. Je l'ai gardé en sécurité, je l'ai gardé caché, et je me disais que c'était pour le mieux. Andrew s'assit très immobile, l'observant. Betty sonnait presque convaincante, presque sincère. S'il ne savait pas mieux, il pourrait croire qu'elle était juste une vieille femme confuse qui avait fait une terrible erreur par amour mal guidé. Mais il savait mieux. « Et l'argent de l'assurance ?» demanda Andrew. Les yeux de Betty se posèrent sur Mary. « Juste une seconde. Quel argent de l'assurance ?» dit Betty. « Les 46 000 euros ? Le paiement d'assurance vie pour la mort de Harry. L'argent transféré sur ton compte ? C'était Mary qui m'aidait avec les factures. J'avais des difficultés financières. Ça n'avait rien à voir avec simuler la mort de Harry. Nous n'avons rien simulé. » La voix de Betty monta. « Il y a eu un vrai accident, une vraie noyade. Nous avons juste mal identifié le corps. C'était une honnête erreur faite par des membres de famille en deuil. Le corps de qui ? » La bouche de Betty s'ouvrit, s'efferma. « Je ne sais pas, probablement un fugueur ou un enfant tombé dans l'eau. La police ne l'a jamais identifié. Pratique. » Andrew dit « C'était une erreur. » Les mains de Betty claquaient sur la table. « Nous avons fait une terrible, horrible erreur, et je vis avec la culpabilité depuis. Et maintenant que Harry est de retour, maintenant que la vérité est sortie, j'essaye de la réparer. J'essaye de prendre la responsabilité. Vraiment. » Andrew se pencha en avant parce que prendre la responsabilité signifie dire toute la vérité. « Et tu mens encore ?» Le visage de Betty pâlit. « Je ne mens pas. » Mary savait. La voix d'Andrew resta calme mais ferme. « Elle t'a visité. Elle savait que Harry était vivant. Elle t'a aidé et l'argent de l'assurance était la raison de tout ça. »« Ce n'est pas vrai ?» Mary dit de derrière lui. « Andrew, tu laisses la paranoïa tordre les faits en théorie du complot ? Ma mère est clairement mentalement malade.
Elle prend la responsabilité de ses actions, mais me traîner là-dedans, basé sur les souvenirs confus de Harry et des transferts financiers qui ont des explications innocentes, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Andrew se leva et se tourna pour faire face à sa femme. Alors prouve-le. Prouve-le. Montre-moi ton téléphone. Montre-moi tes relevés d'appel, tes messages textes, tes emails. Si tu n'as rien à cacher, tu ne devrais pas avoir de problème à me montrer. L'expression de Mary durcit. C'est une invasion de la vie privée. Nous sommes mariés. Nous sommes censés nous faire confiance. La confiance va dans les deux sens, Andrew. Et en ce moment, tu me traites comme une criminelle basée sur rien d'autre que des soupçons. Je te traite comme quelqu'un qui pourrait me mentir. Parce que tu veux croire le pire de moi? Parce que tu as besoin de quelqu'un à blâmer? Parce que c'est plus facile que d'accepter qu'une tragédie aléatoire a frappé notre famille et que ma mère a eu une crise et que les choses sont juste arrivées. La voix de Mary monta. Prenant un tranchant de colère, j'essaie de tenir cette famille ensemble. J'essaie d'aider Harry à guérir. J'essaie de soutenir ma mère à travers sa crise de santé mentale évidente. Et au lieu d'être un partenaire, tu me traites comme l'ennemi. Es-tu l'ennemi? Les yeux de Mary se remplirent de larmes. De vraies larmes cette fois, ou une bonne imitation? Comment peux-tu même me demander ça? Parce que je ne sais plus? Parce que chaque fois que je te regarde, je vois quelqu'un qui cache quelque chose. Parce que la façon dont tu as géré ça, le contrôle, les explications, les déviations, tout semble faux. Ça semble faux parce que tu le regardes mal. La voix de Mary se brisa. Je suis ta femme. Je suis ta femme depuis 14 ans. Je t'ai soutenu. Je suis resté à tes côtés. J'ai construit une vie avec toi. Et maintenant, à cause d'une terrible série d'événements que aucun de nous ne pouvait contrôler, tu es prêt à jeter tout ça et à croire que je suis une sorte de monstre. Andrew ne dit rien. Mary essuya ses yeux. Betty, tu devrais partir. Andrew et moi devons parler seuls. Betty se leva rapidement, rassembla son sac et sortit précipitamment. La porte d'entrée se ferma derrière elle avec un clic doux. Mary et Andrew se tenaient dans la cuisine. À 1,5 m, se fixant, je ne savais pas que Harry était vivant, dit Mary calmement. Je te le jure, Andrew. Je ne savais pas. Andrew voulait la croire, le voulait désespérément. Parce que l'alternative, que sa femme lui avait menti pendant 5 ans, qu'elle l'avait laissé faire son deuil pendant qu'elle profitait de l'emprisonnement de leur fils, était presque trop terrible à accepter. Mais il ne pouvait se forcer à croire. Plus maintenant. D'accord, dit-il enfin. D'accord, la police va trier. Soit tu dis la vérité, soit non. Les preuves montreront lequel. Il passa devant elle vers la chambre de Harry, Andrew. Mary appela après lui. Si tu me dénonces, si tu poursuis ça, tu détruiras notre famille? Andrew s'arrêta, la regarda. Notre famille était déjà détruite, dit-il calmement. J'essaie juste de découvrir qui l'a fait. Le point de rupture vint 2 semaines plus tard. Andrew avait été patient, avait été méthodique, avait rassemblé des preuves pièce par pièce, reçu du compte bancaire de Betty montrant des dépôts réguliers correspondant au montant transféré du paiement d'assurance. Relevé téléphonique assigné par la police montrant des appels fréquents entre Mary et Betty pendant les 5 ans où Harry avait disparu. Déclaration de témoins de voisins qui avaient vu la voiture de Mary chez Betty plusieurs fois. Le dossier se construisait. L'officier Denison lui avait assuré de ça, mais c'était lent, bureaucratique. Chaque étape requérait de la paperasse, des approbations, des justifications légales. Pendant ce temps, Mary avait engagé un avocat, un cher de Madison, spécialisé dans les crimes en col blanc et les fraudes. L'avocat avait commencé à faire du bruit sur l'état mental d'Andrew, sur son comportement après la disparition de Harry, sur comment le chagrin pouvait rendre une personne irrationnelle. Il construisait une contre-narrative, une où Andrew était l'élément instable et Mary la victime. Ça aurait pu marcher, mais alors Harry eut un cauchemar. Andrew se réveilla au cri, il était sur ses pieds avant que son esprit ne rattrape pleinement. Courant dans le couloir, la chambre de Harry. La porte était fermée, il l'ouvrit violemment. Harry était assis droit dans le lit, yeux grands et aveugles. Voix hurlant. Mary se tenait dans l'encadrement opposé en chemise de nuit, main sur l'interrupteur. Andrew alla à Harry immédiatement, le serra contre lui. « Ça va? Tu vas bien? Tu es en sécurité ?» Les doigts de Harry s'enfoncèrent dans les bras d'Andrew. Tout son corps tremblait. « Je suis ici, » dit Andrew. « Tu es à la maison? Tu es en sécurité ?» Lentement, la respiration de Harry se calma, les tremblements s'apaisèrent. Il cligna, se concentra sur le visage d'Andrew. « Papa, juste ici? Mon pote ?» Harry regarda par-delà Andrew où Mary se tenait. Ses yeux devinrent durs. « Toi-y,
dit Harry. Sa voix était calme mais claire. Tu étais là? Le visage de Mary devint soigneusement neutre. Harry, mon chéri, tu as fait un cauchemar? Tu es confus? Non? Harry s'éloigna légèrement d'Andrew. Je me souviens maintenant. Je me souviens de plus. Tu étais là quand grand-mère m'a pris? Tu l'as aidé? Tu m'as dit que ça irait? Que c'était juste pour un petit moment? Que papa avait besoin de temps pour se calmer? Harry, ce n'est pas... Tu as menti. La voix de Harry monta. Tu as dit que je serais à la maison bientôt? Mais je ne l'ai jamais été. Tu as dit que papa allait mieux, mais il n'était pas malade. Tu as dit... Sa voix se brisa. Tu as dit que tu m'aimais, mais tu m'as enfermé dans une cave. Mary fit un pas en avant. Tu te souviens mal? Le trauma fait ça. Ça crée de faux souvenirs qui semblent réels. Je ne me souviens pas mal. Harry pleurait maintenant. J'ai entendu toi et grand-mère vous disputer sur l'argent. J'ai entendu que tu disais que l'assurance couvrirait. J'ai entendu que tu disais que j'avais l'air bien quand tu es descendu me vérifier. J'ai tout entendu. Les mains d'Andrew se serrèrent sur les épaules de Harry. Il regarda Mary. Le visage de Mary avait pâli. Ses mains agrippaient l'encadrement de la porte. Harry, s'il te plaît. Tu es confus? Tu prends les choses hors contexte? J'essayais d'aider. Aider qui? La voix d'Andrew coupa. Lui ou toi-même? Les deux. J'essayais d'aider nous deux. L'argent de l'assurance. Oui? Nous l'avons utilisé. Nous en avions besoin. Les factures s'accumulaient. Betty avait besoin de soins. Je pensais... La voix de Mary se brisa. Je pensais que ce serait plus facile comme ça. Harry serait en sécurité avec Betty. Nous aurions une stabilité financière. Et toi? Tu étais si brisé après l'accident. Je pensais que si tu croyais qu'il était vraiment parti, tu pouvais avancer, guérir, aller bien à nouveau. Tu pensais mal? Dit Andrew. J'essayais de protéger tout le monde. Tu essayais de te protéger toi-même? Andrew se leva prudemment pour ne pas bousculer Harry. Tu voulais l'argent. Betty voulait l'argent. Et Harry était le prix que tu étais prête à payer. Ce n'était pas comme ça. Je faisais ce que je pensais être le mieux. J'ai fait un choix dans une situation impossible. Non. La voix d'Andrew descendit à quelque chose de froid et final. Tu as fait un choix pour me laisser croire que mon fils était mort. Tu as fait un choix pour le visiter en secret pendant que je faisais mon deuil. Tu as fait un choix pour profiter de sa disparition. Ce ne sont pas des situations impossibles, Mary. Ce sont des crimes. L'avocat de Mary lui avait dit de ne rien admettre, de rester silencieuse, de laisser l'enquête procéder, de croire que le doute raisonnable la protégerait. Mais Mary avait toujours cru qu'elle était plus intelligente que tout le monde, croyait qu'elle pouvait expliquer son chemin hors de tout. « Je pensais qu'il serait mieux, » dit-elle, et sa voix était presque suppliante maintenant. « Andrew, tu dois comprendre, tu étais à peine fonctionnel. Tu ne pouvais pas garder un travail. Tu buvais. J'avais peur que tu te blesses, que tu blesses Harry. Betty a offert de le prendre un moment, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Juste jusqu'à ce que tu ailles mieux. Et puis ça avait été trop long. Nous ne pouvions pas expliquer pourquoi nous avions attendu, pourquoi nous n'avions dit à personne. Donc nous avons continué et l'argent de l'assurance nous a aidés à survivre. Nous a aidés à rester à flot financièrement pour que quand Harry revienne, nous soyons assez stables pour nous occuper de lui. Quand il reviendrait, la voix d'Andrew était très calme. Tu n'avais jamais prévu de le ramener. La bouche de Mary s'ouvrit. C'est ferma. Tu allais le garder caché pour toujours. Andrew continua. Garder l'argent. Garder le mensonge. Et j'aurais passé le reste de ma vie à faire le deuil d'un fils qui était à 5 kilomètres bien. Je ne peux pas. La composure de Mary craqua complètement. Des larmes coulaient sur son visage. S'il te plaît, Andrew. S'il te plaît. Nous pouvons réparer ça. Nous pouvons dire que Betty m'a forcé, que j'avais peur d'elle, que je ne savais pas quoi faire. Nous pouvons travailler avec mon avocat. Nous pouvons trouver un moyen de sortir de ça qui ne détruit pas tout. Andrew regarda la femme avec qui il était marié depuis 14 ans, la vit clairement pour la première fois, pas comme une partenaire, pas comme une compagne, mais comme quelqu'un qui sacrifierait n'importe quoi pour son propre confort, son propre contrôle, sa propre version de la réalité. Non, dit-il simplement. Non, nous avons fini, toi et moi, ce mariage, cette famille, tout fini. Tu ne peux pas... Harry a besoin de sa mère. Harry a besoin de quelqu'un qui l'aime vraiment. Ce n'est pas toi? Andrew sortit son téléphone, appela l'officier Denison. C'est Andrew Rohr, dit-il quand Denison répondit. Ma femme vient d'avouer, j'ai un témoin, j'ai besoin que vous veniez maintenant. Le visage de Mary passa de dévasté à furieux en un instant. Tu as enregistré ça? Tu as enregistré notre conversation privée? Le Wisconsin est un état à consentement d'une partie. Andrew dit calmement.
Je n'avais pas besoin de ta permission. Espèce de salaud, manipulateur. Attention, interrompit Andrew, ton avocate a dit de rester silencieuse. Tu devrais peut-être suivre ce conseil maintenant. Mary se jeta vers lui, mais Andrew mit Harry derrière lui, la bloquant. Elle s'arrêta, respirant fort, son visage tordu de rage et de peur. « Je vais combattre ça » siffla-t-elle. « Je vais te combattre pour la garde. Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es instable, paranoïaque, obsédé. Ils prendront Harry loin de toi. Peut-être, acquiesça Andrew, mais ils le prendront loin de toi aussi. Et entre nous deux, je ne suis pas celui qui l'a gardé dans une cave. » Des sirènes sonnèrent au loin, se rapprochant. Mary recula vers la porte. « Ce n'est pas fini. »« Oui » dit Andrew calmement. « Ça l'est ?» L'arrestation fut calme, professionnelle. L'officier Denison et 2 autres officiers arrivèrent en 10 minutes. Ils écoutèrent l'enregistrement sur le téléphone d'Andrew, lui lurent ses droits, la menottèrent doucement quand elle ne résista pas. Harry observa des bras d'Andrew, son visage enterré contre l'épaule de son père, mais ses yeux visibles, suivant chaque mouvement de sa mère. « Harry » dit Mary alors qu'il la menait vers la porte. « Harry, je t'aime. Je suis désolé. Je suis si désolé. Tout ce que j'ai fait, je pensais que c'était juste. Je pensais que c'était le mieux. » Harry ne dit rien. La voix de Mary se brisa. « S'il te plaît, dis quelque chose. S'il te plaît. » Harry leva la tête, regarda sa mère directement. « Tu m'as enfermé dans le noir, » dit-il. Sa voix était petite mais claire. « Pendant 5 ans, ce n'est pas de l'amour. » Le visage de Mary se froissa, puis l'officier Denison la guida dehors. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de procédures légales. Betty craqua la première, face aux preuves. Relevés téléphoniques, documents financiers, témoignages de témoins, compte détaillé de Harry. Son avocat lui conseilla de plaider coupable en échange d'une sentence réduite. Elle prit l'accord, 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 12. Mary tint plus longtemps. Son avocat se battit dur, argua qu'elle avait été forcée, qu'elle avait eu peur de Betty, qu'elle était une victime aussi, mais les preuves étaient accablantes. L'aveu sur l'enregistrement d'Andrew, la piste financière, le témoignage de Harry livré au juge en chambre avec le docteur Rodriguez présent. À la fin, Mary prit un accord de plaidoirie aussi, 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 10. Les mots du juge à la sentence restèrent avec Andrew. « Vous n'avez pas juste privé votre fils de 5 ans de son enfance. Vous avez privé un père de 5 ans avec son enfant. Vous avez profité de leur douleur. Vous avez manipulé des systèmes conçus pour protéger les vulnérables. Et quand on vous a donné une chance de réparer, vous avez choisi de continuer le mensonge. Cette cour trouve vos actions non seulement criminelles, mais inconcevables. La sentence reflète non seulement le crime, mais la trahison de confiance à son cœur. » Mary regarda Andrew une dernière fois, alors qu'il la menait hors de la salle d'audience. Son visage était vide, brisé. Andrew ne sentit rien, pas de satisfaction, pas de vindication, juste du soulagement que ce soit fini. La guérison de Harry fut lente. Le docteur Rodriguez avertit Andrew que ça prendrait des années, peut-être plus. Il y avait des cauchemars, des attaques de panique quand les portes se fermaient, difficulté à faire confiance aux adultes, surtout les femmes, de longues périodes de silence suivies de soudaines explosions de colère. Mais il y avait de bons moments aussi. Harry riant à un film, Harry se réapprenant à faire des ricochets au lac, Harry demandant à Andrew de lui enseigner le travail électrique, voulait comprendre les systèmes qui faisaient allumer les lumières et fonctionner les appareils. Ils déménagèrent de la maison bleu pâle, trop de mauvais souvenirs, trouvèrent un endroit plus petit de l'autre côté de la ville, plus près du lac. Andrew le répara lentement. Nouveau câblage, meilleure isolation, une fenêtre plus grande dans la chambre de Harry, pour que la lumière afflue. Parfois la nuit, Andrew entendait Harry bouger, agité, incapable de dormir. Il allait dans la chambre de Harry, trouvait le garçon assis près de la fenêtre, fixant les étoiles. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandait Andrew. « Juste vérifier », répondait Harry. « Vérifier quoi ? Que je peux voir dehors ? Que je suis vraiment ici ?» Andrew s'asseyait avec lui jusqu'à ce que Harry soit prêt à essayer de dormir à nouveau. Parfois ça prenait des heures, parfois toute la nuit, mais Andrew ne se plaignait jamais, ne le pressait jamais, ne lui faisait jamais sentir que sa peur était un fardeau. Un soir, 6 mois après la sentence, ils s'assirent ensemble sur le quai au lac. Le soleil se couchait, peignant l'eau en or et orange. Harry pendait ses pieds au bord, donnant des coups gentils dans l'eau. « Papa » dit Harry calmement. « Oui ?» « Penses-tu que maman m'a jamais vraiment aimé ?» Andrew avait su que cette question venait
avait pensé à comment y répondre honnêtement sans écraser davantage son fils. « Je pense qu'elle aimait l'idée de toi. » Andrew dit prudemment. Elle aimait ce que d'avoir un fils la faisait paraître. Elle aimait la façon dont les gens la voyaient comme une bonne mère. Mais l'amour réel, le genre qui met l'autre en premier, qui les protège, peu importe le coût, je ne pense pas qu'elle comprenait ce que ça signifiait. Harry hocha la tête lentement, absorbant ça. « Et toi, m'aimes-tu comme ça ?»« Oui. » La voix d'Andrew était ferme. « Certaine. Je t'aime plus que tout au monde. Je ferai n'importe quoi pour te garder en sécurité. Je renoncerai à n'importe quoi pour te voir heureux. Et je ne laisserai jamais personne te blesser à nouveau. » Harry se pencha contre lui. « Promise? Promise ?» Ils s'assirent en silence confortable tandis que le soleil plongeait sous l'horizon. Un huard appela à travers l'eau. Les premières étoiles apparurent dans le ciel s'assombrissant. « Papa » dit Harry à nouveau. « Oui, merci de ne pas avoir abandonné pour moi. » La gorge d'Andrew se serra. « Jamais, jamais. » Harry sourit. Une petite chose hésitante, mais réelle. Et pour la première fois, en 5 ans, Andrew sentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir. Andrew reprit le travail progressivement, prenant des jobs avec des horaires flexibles pour être disponible quand Harry avait besoin de lui. Les entrepreneurs avec qui il travaillait comprirent. Le mot s'était répandu à Clearwater sur ce qui s'était passé, sur l'électricien dont la femme avait simulé la mort de leur fils, sur le garçon enfermé dans la cave, sur l'homme calme qui avait été assez méthodique pour rassembler des preuves et patient pour attendre la justice. Les gens traitaient Andrew différemment maintenant, avec respect, avec prudence, avec une sorte de réserve pour ceux qui avaient survécu à quelque chose d'insurvivable. Harry recommença l'école régulière, pas les leçons de cave que Betty lui avait données de livres périmés. Il lutta au début, socialement maladroit, académiquement en retard, facilement submergé par les foules et le bruit, mais ses enseignants étaient patients, ses camarades, pour la plupart, étaient gentils, et lentement, semaine après semaine, Harry commença à trouver sa place. Il rejoignit un club de menuiserie, découvrit qu'il avait les mains de son père, Stables, précises, bonnes pour construire des choses, commença à faire de petits projets, une maison d'oiseaux, une étagère, un cadre pour une photo de lui et Andrew au lac. Le docteur Rodriguez appelait ça du progrès, appelait ça de la guérison, avertit Andrew qu'il y aurait des reculs, des rechutes, des moments où le trauma surgissait à nouveau. Elle avait raison, il y avait de mauvais jours, des jours où Harry ne pouvait pas sortir du lit, des jours où il tressaillait à chaque son, des jours où il demandait pourquoi sa mère l'avait fait, qu'est-ce qui n'allait pas chez lui qui le rendait pas digne d'être gardé. Ces jours-là, Andrew le tenait et répétait les mêmes vérités. « Rien n'allait pas chez toi, tu valais tout, ce qui s'est passé n'était pas ta faute, tu as survécu, tu es ici, tu es en sécurité. » Éventuellement, les mauvais jours devinrent moins fréquents, les cauchemars s'estompèrent, les attaques de panique s'espacèrent. Harry commença à sourire plus, rire plus, agir comme un enfant à nouveau au lieu d'un survivant. 1 an après la sentence, Andrew reçut une lettre de Mary. Il faillit la jeter sans la lire, faillit la brûler dans l'évier de la cuisine, mais quelque chose le fit l'ouvrir. L'écriture était nette, contrôlée. « Très Mary, Andrew. Je t'écris ça parce que mon avocat a dit que ça pourrait aider pour mon audience de libération conditionnelle un jour. Je suis censé exprimer des remords, prendre la responsabilité, montrer que je comprends la gravité de ce que j'ai fait, mais la vérité est que j'écris parce que je comprends enfin que tu ne me pardonneras jamais, et je n'écris pas pour demander le pardon, j'écris pour dire que tu avais raison. Je n'aimais pas Harry comme j'aurais dû, j'aimais le contrôle plus, j'aimais la sécurité plus, j'aimais l'apparence de stabilité plus que la réalité de la famille. Betty m'a convaincu que ce serait temporaire, que nous réglerions les problèmes financiers et puis ramènerions Harry, que tu serais mieux à faire un deuil propre qu'à gérer le chaos d'un enfant perdu accidentellement réapparaissant. Elle le faisait sonner logique, pratique, mais même en écrivant ça, je sais que c'est une excuse. Je savais ce que je faisais, je savais que c'était mal. Je l'ai fait quand même parce que c'était plus facile que d'affronter les conséquences de sa dette, plus facile que d'admettre l'échec, plus facile que d'être la personne qui sacrifie vraiment pour son enfant. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne te demande pas de laisser Harry me visiter ou m'écrire ou même penser à moi. Je sais que je ne mérite rien de ça. Je te demande juste de lui dire un jour, quand il sera plus vieux, que je suis désolé, que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Qu'il méritait mieux que moi? Prends soin de notre fils. Il a de la chance de t'avoir, Mary. Andrew lut la lettre 2 fois, puis
Il la plia soigneusement et la mit dans une boîte au fond de son placard. Un jour, peut-être quand Harry serait plus vieux et poserait des questions, il la lui montrerait, mais pas maintenant. Maintenant, Harry avait besoin de se concentrer sur la guérison, pas sur analyser la culpabilité tardive de sa mère. Andrew jeta l'enveloppe et alla trouver son fils. 2 ans après que Harry soit rentré, ils firent un voyage, pas loin, juste dans le pays des cabines au nord du Wisconsin. Louèrent un petit endroit sur un lac calme pour une semaine, apportèrent des cannes à pêche et des bottes de randonnée et une pile de livres. Harry avait 12 ans maintenant. Plus grand, plus fort, encore trop maigre, mais s'améliorant. Sa voix commençait à muer occasionnellement. Le début de l'adolescence, ils passèrent les jours à pêcher du quai, randonner des sentiers forestiers, jouer aux cartes à la lumière de lanternes. Des choses simples, guérissantes. La dernière nuit, ils construisirent un feu dans le foyer dehors, la cabine, s'assirent sur des bûches et regardèrent les flammes danser contre l'obscurité. « Papa !» Harry piqua le feu avec un bâton. « Qu'est-ce qui arrive si je deviens comme elle ? Comme qui ? Comme maman ? Et si j'étais égoïste comme ça ? Et si je blessais des gens ?» Andrew considéra la question soigneusement. « Tu ne le sauras pas ? Comment sais-tu ? Parce que tu t'inquiètes déjà de ça. Les gens qui sont vraiment égoïstes ne s'inquiètent pas d'être égoïstes. Ils ne questionnent pas leurs motifs. Ils font juste ce qui les bénéficie et se convainquent que c'est justifié. Harry y pensa. Mais et si je ne réalise pas que je le fais ? Alors je te le dirai, c'est à ça que servent les parents, à tenir des miroirs pour que leurs enfants se voient clairement. Est-ce que quelqu'un a tenu un miroir pour maman ? Betty a essayé de lui enseigner que la survie était plus importante que la gentillesse, que se protéger soi-même importait plus que protéger les autres. Mary a bien appris cette leçon. Andrew jeta un autre bâton sur le feu. Mais je t'enseigne des leçons différentes. Et tu les apprends ? Quelles leçons ? Que la vérité importe même quand c'est dur ? Que l'amour signifie sacrifice ? Que les gens valent plus que l'argent ou le confort ou les apparences ? Andrew regarda son fils. Tu sais déjà ces choses ? Harry, tu as vécu leur opposé. Tu comprends la valeur de ce qui t'a été pris ? Ça te rend prudent ? Pensifé, gentil. Harry se pencha contre l'épaule d'Andrew. Je suis content de t'avoir. Aussi, ils s'assirent en silence, regardant le feu brûler jusqu'aux braises. Quelque part de l'autre côté du lac, un huard appela. Le son résonna à travers l'eau, solitaire et beau. « Papa !» dit Harry une fois de plus. « Oui, je n'ai plus peur, pas comme avant. » Le bras d'Andrew se serra autour des épaules de son fils. « Bien, c'est vraiment bien. Je veux dire, j'ai encore de mauvais rêves parfois, et parfois je n'aime pas les portes fermées. Mais la plupart du temps, je suis juste déant. Je vais bien maintenant. Tu es plus que bien. Tu es fort. À cause de toi ? À cause de toi ? Corrigea Andrew. Je t'ai juste donné de l'espace pour guérir. Tu as fait le dur travail ? Harry sourit. Le feu se reflétait dans ses yeux. Chaud et vivant, ils s'assirent ensemble sous les étoiles, père et fils, survivants tous les deux, et pour la première fois en 7 ans, Andrew sentit une paix complète. Pas parce que le cauchemar était fini, certains cauchemars ne finissent jamais complètement. Pas parce que la justice avait été servie, aucune peine de prison ne pouvait rendre 5 ans volés, mais parce que son fils était ici, respirant. Riante, grandissant en quelqu'un de bien malgré tout ce qui avait essayé de le briser. C'était assez, c'était tout, la vie continua. Andrew continua à travailler, Harry continua à aller à l'école. Ils construisirent une routine, petit déjeuner ensemble, dépôt à l'école, travail, dîner, aide aux devoirs, peut-être un spectacle ou un jeu avant le lit, des choses normales, ennuyeuses, belles. Les gens en ville arrêtèrent de fixer éventuellement, les chuchotements s'estompèrent. Harry devint juste un autre enfant au collège de Clearwater. Andrew devint juste un autre entrepreneur réparant des maisons et posant du fil. Certaines nuits, Andrew se tenait dans l'encadrement de la porte de Harry et le regardait dormir. Regardait la montée et descente de sa poitrine. Écoutait sa respiration claire et stable et vivante. Et il se souvenait de ce jour, 5 ans auparavant, quand il était rentré du travail et avait trouvé son fils sous l'érable. Il se souvenait de la certitude froide qui s'était installée dans ses os. Le processus patient et méthodique de rassembler la vérité, le focus impitoyable qu'il avait porté à travers des mois d'enquête et de confrontation, il se souvenait et il était reconnaissant, pas pour la douleur, pas pour les années volées, mais pour la force qui venait après, pour la clarté qui venait d'affronter le pire et de le survivre. Pour la relation qu'il avait construite avec Harry, solide et vraie et incassable, certains appelaient Andrew un héros. Il ne se sentait pas comme tel.
Les héros étaient des gens qui se précipitaient, qui agissaient sur l'instinct, qui sauvaient la journée par une action dramatique. Andrew avait juste été un père qui refusait d'arrêter de chercher la vérité, qui aimait son fils plus qu'il n'aimait le confort, qui comprenait que la justice prenait du temps mais valait l'attente. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était juste de l'amour. Le genre d'amour qui endure, qui protège, qui tient ferme quand tout le reste s'effondre. Le genre d'amour que Harry méritait, le genre d'amour qu'Andrew passerait le reste de sa vie à lui donner, parce que c'est ce que font les pères, les vrais pères, pas la performance de la paternité que Mary lui avait appris à valoriser. Les apparences, les déclarations, l'image d'une famille parfaite, mais la réalité de cela, la puissance durable, la volonté de sacrifier n'importe quoi et tout pour garder son enfant en sécurité. Andrew avait perdu 5 ans avec son fils, avait passé ses années dans le chagrin et la culpabilité et l'ignorance, mais il avait récupéré Harry. Et il ne prendrait jamais ça pour acquis, ne gaspillerait jamais un autre moment, ne laisserait jamais passer un autre jour sans s'assurer que Harry sache qu'il était aimé. Valorisé, voulu, c'était la promesse d'Andrew, son but, l'œuvre de sa vie, tout le reste, la menuiserie, le travail électrique, les factures et obligations et minuties quotidiennes, étaient juste un échafaudage. Une structure construite autour de la seule chose qui importait vraiment. Son fils en sécurité, guérissant,